La Corée du Nord est un pays bien étrange. Isolé du reste du monde, ce dernier s'est fait remarquer ces derniers temps par ses relations plus que tendues avec son ennemi de toujours, la Corée du Sud. Mais également pour le comportement du leader suprême actuel Kim Jong-un, qu'on pourrait qualifier d'un peu rigide envers ses opposants, même lorsqu'il s'agit de sa propre famille. Cette vidéo n'a pas pour but de montrer les horreurs de ce régime ou de montrer la corruption qui règne en son sein. Je pense que la majorité d'entre vous doit savoir ce qu'il s'y passe, mais le but de ma vidéo est de vous montrer la Corée du Nord plus en détail, car j'ai remarqué à de multiples reprises que beaucoup de personnes ne connaissent que très peu de choses à son sujet, mis à part le peu d'informations que les médias français nous font parvenir en de rares occasions. Pour ce qui est de la guerre de Corée et la fracture entre les deux pays, je compte y revenir une prochaine fois car il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses à dire, et je ne pense pas avoir le temps de bien développer le sujet dans cette seule vidéo. Donc maintenant que tout est clair, c'est parti pour ce zoom sur la Corée du Nord. Commençons par le plus important. Où se situe la Corée du Nord? La Corée du Nord est située en Asie orientale et fait en quasi-totalité partie de la péninsule coréenne au même titre que sa rivale du sud. Entourée par la mer Jaune et la mer du Japon, cet état de 120 540 km² a des frontières terrestres avec la Chine, la Corée du Sud, mais également avec la Russie. La capitale, Pyongyang, se situe vers le sud-ouest du pays et compte près de 3 222 000 habitants, ce qui correspond à presque 13% de la population totale de la Corée du Nord, qui, elle, s'élève à 25 155 317 habitants, selon les estimations en 2015 du World Bank Group, qui collecte des données sur tous les pays afin d'en faire des classements et des graphiques afin d'en analyser les évolutions. Le pays est divisé en 9 provinces que sont Kangwon, Hwanghae du Nord et Hwanghae du Sud, Pyongan du Sud et Pyongan du Nord, Jagang, Hamgyong du Sud, Ryanggang et Hamgyong du Nord. Il existe 3 régions administratives spéciales, RAS, similaires au système chinois avec Hong Kong qui est aussi une RAS. Ces 3 RAS sont Kumgongsan, Sinuiju et Kaesong. Il existe également 2 villes sous un statut administratif spécial qui équivaut à celui d'une province avec Nampo et Rason. Puis enfin la capitale Pyongyang, qui possède elle aussi un statut spécial qui la place comme province. Le point culminant de la Corée du Nord est le mont Paektu, dont le pic le plus élevé s'élève à 2744 mètres et qui est situé dans la province de Ryanggang. Le mont possède une partie appartenant à la Chine, appelée mont Changbai, car ce dernier est situé sur la frontière entre les deux pays. La limite a été longtemps contestée, mais en 1963, un accord a été conclu entre les deux pays qui stipule que les 3/5 du lac Chongji ou lac du Paradis, qui est le lac se situant au sommet du mont, soient intégrés au territoire nord-coréen, laissant donc le reste côté chinois. Ce lac est situé dans le creux d'une caldeira au sommet du mont. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une caldeira, c'est un cratère volcanique géant formé naturellement par l'effondrement de la chambre magmatique vide après une éruption, car oui, le mont Paektu est bel et bien un volcan, actif qui plus est. Ces éruptions sont très redoutées, et on raconte qu'en 946, le volcan serait entré en activité et aurait connu une éruption gigantesque qui aurait fait retomber des cendres jusqu'au Japon, qui est pourtant situé à plus de 1000 km de là. D'ailleurs, l'activité volcanique est très surveillée depuis 1999, car les scientifiques nord-coréens redoutent une éruption imminente suite à de l'activité suspecte dans le sous-sol. La peur est si grande dans le pays que même le gouvernement a décidé de collaborer avec des chercheurs occidentaux afin de mesurer le risque d'éruption en ce moment même. Il est impossible de parler de l'histoire de la Corée sans aborder le personnage de Dong-gun. D'après la légende très répandue dans la péninsule coréenne, c'est en l'an 2333 que Iwanung, fils du dieu empereur des cieux et de la terre Iwanin, demanda la permission à son père pour descendre sur terre, afin d'aider les hommes à trouver leur voie, accompagné de 3000 disciples. Iwanung et ses disciples descendirent du ciel pour arriver au sommet du mont Taebaek, qui se trouve à l'est de l'actuelle Corée du Sud, et ils voyagèrent pour finalement fonder la ville de Shinchi, ou cité des dieux, au sommet du mont Paektu. La ville était prospère, et les humains apprirent la médecine, les arts, l'agriculture, mais également la moralité. C'est ainsi qu'attirés par le savoir et la sagesse de la cité, une ours et une tigresse décidèrent de demander à Iwanung comment devenir humaine. Il leur répondit qu'elle devait rester dans l'obscurité d'une grotte et ne se nourrir exclusivement que de 20 gousses d'ail et d'armoise, qui est une plante qui pousse dans les régions tempérées. Au bout de 20 jours, la tigresse abandonna car trop affamée, et surtout elle était trop impatiente de revoir le jour. Malheureusement pour cette dernière,
C'est au bout du 21e jour que la transformation eut lieu, et la femme ours, devenue maintenant humaine, prit le nom de Wong Yeo. Elle fut très reconnaissante et fit de nombreuses offrandes au fils de Iwanin, mais elle sombra dans une profonde dépression car elle n'avait aucun homme avec qui se marier. Touché par la situation de son sujet, il décida de l'épouser et ils eurent quelque temps après un enfant qu'ils nommèrent Dangun. Ce dernier, une fois arrivé à l'âge adulte, bâtira sa propre cité près de l'actuel Pyongyang, qu'il nommera Azadal, mais qui sera renommée plus tard en Wanggeomseong. Cette ville deviendra la capitale de son royaume, le royaume Gojoseon, qui deviendra le premier royaume coréen et qui durera de 2333 jusqu'à 108 avant Jésus-Christ. L'histoire de la Corée est très complexe, donc je vais simplement vous énumérer les grandes périodes qu'a connues le pays, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et surtout je n'ai pas envie de vous perdre en chemin. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur ces périodes, je vous invite à rechercher sur internet, vous verrez c'est très intéressant mais très fourni également. Donc pour en revenir à notre sujet, le pays connaîtra de nombreuses grandes périodes avec dans un premier temps les trois royaumes de Corée, période qui s'étala du 1er jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Les royaumes étant Goguryeo, Baekje et Siya. Ensuite, on retrouve la période des États du Nord et du Sud, avec les royaumes de Siya et Balahae, Siya dominant le Sud et Balahae le Nord. Cette période commence à la fin du 7e siècle et prend fin au début du 10e siècle et fut suivie de la période Goryeo ou Koryo qui elle durera de 918 à 1392. Finalement, suit la période Joseon qui commence en 1392, donc juste après la période Goryeo, et se terminera en 1897. Pour ce qui est de l'histoire contemporaine avec l'Empire de Corée et l'occupation japonaise, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo sur la guerre de Corée et sur la séparation entre les deux États, car le conflit trouve ses origines dans ces deux périodes. Comme vous avez pu le remarquer, l'histoire de la Corée est très mouvementée, avec depuis sa création des royaumes se faisant la guerre continuellement, certains disparaissant et d'autres émergeant. Mais aussi des invasions avec les Mongols en 1232, puis la Chine en 1627 et en 1636. On pourrait presque dire que le destin de la péninsule n'a pas tellement changé depuis. Ah, le Juche, une merveilleuse invention qui a permis à Kim Il-sung d'asseoir sa domination sur la Corée du Nord. Alors au final, le Juche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'idéologie principale en Corée du Nord qui guide le Parti du travail, la politique du gouvernement nord-coréen et accessoirement le destin de chaque citoyen. C'est une doctrine dont on pourrait dire qui est basée sur le modèle communiste car elle prône la disparition des classes, l'autarcie et donc par conséquent l'omniprésence de l'État dans la vie quotidienne. La différence principale réside dans le fait que la réunification entre les deux Corées soit une idée principale de cette doctrine. Sur le site de Naenara, qui est un des deux sites web officiels du gouvernement nord-coréen, je vous mettrai le lien dans la description, et en plus c'est en français donc vous pourrez consulter les idées du Juche plus en détail si vous le souhaitez. On peut lire ceci et cela illustre parfaitement le Juche. Les idées du Juche sont aussi une philosophie politique qui tire au clair les principes de base de la révolution. Le destin des masses populaires est modelé à travers le développement de la société, et ce dernier est dirigé par la politique. C'est pourquoi, seule une idée philosophique éclairant les principes de base de la politique peut contribuer dignement au façonnage du destin des masses populaires. Pour faire court, vous naissez en Corée du Nord et vous n'avez pas la chance d'être proche de la famille Kim, l'État décidera de votre vie jusqu'à votre mort, c'est aussi simple que cela. Sauf que ça a été dit plus joliment précédemment. Le Juche est tellement pris au sérieux que même un monument lui est dédié en plein centre de Pyongyang, et je parle bien évidemment de la tour du Juche, qui fut inaugurée en 1982 pour le 70e anniversaire de Kim Il-sung. Et on parle quand même d'une tour de 170 mètres de hauteur. C'est plutôt cool comme cadeau d'anniversaire. Par la suite, Kim Il-sung inventera la politique de Sangun, qui est selon lui un prolongement du Juche. Et toujours selon Naenara, voici ce que nous raconte cette politique. La politique de Sangun est un mode de gouvernement socialiste fondamental consistant à donner la priorité à l'aspect militaire dans les affaires de l'État et à prendre l'armée populaire pour élite et force principale pour renforcer la force motrice de la révolution et faire progresser victorieusement l'œuvre socialiste. Et sur ce point-là, je ne peux qu'acquiescer. Si la majeure partie de la population nord-coréenne fait partie de l'armée, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison est que pour espérer avoir une perspective d'avenir, il faut obligatoirement faire partie de l'armée. Petit fun fact pour clore cette partie. Il existe en France un parti communiste juchéen qui prône la liberté de la République populaire démocratique de Corée et des idées anti-électoralistes. Je vous mets le lien dans la description, ça vaut vraiment le détour d'aller jeter un œil.
Être un dictateur, c'est bien. En faire profiter sa famille, c'est mieux. Et les Kim l'ont très bien compris en faisant du poste de leader suprême une place héréditaire. Alors pour tout bien replacer dans votre esprit, je vous ai concocté un petit arbre généalogique de la famille Kim. Tout en haut de l'arbre, on retrouve Kim Bo-yeon, le grand-père du leader éternel Kim Il-sung. Ce dernier est né en 1871 et est mort en 1955. Ensuite, nous avons les parents de Kim Il-sung, avec son père Kim Yong-jik, né en 1894 et mort en 1926, ainsi que sa mère Kang Pan-sok, née en 1892 et morte en 1932. Plus bas donc se trouve Kim Il-sung, qui est le leader éternel de la Corée du Nord et le fondateur du Juche. Il gouverna le pays de 1948 jusqu'à sa mort en 1994. Il est né en 1912 et mort donc en 1994 d'un AVC d'après les médias nord-coréens. Puis nous retrouvons ces deux femmes. La première, Kim Jong-suk, qui est la mère de Kim Jong-il, est née en 1919 et est décédée en 1949 de cause inconnue. Puis la seconde, Kim Sung-gae, née en 1928 et morte en 2001, avec qui il aura un enfant. Il reste sur cette ligne également le frère cadet de Kim Il-sung, Kim Yong-ju, qui est né en 1920 et serait toujours vivant. Sur la ligne du bas, on retrouve le cher leader Kim Jong-il, qui lui a dirigé le pays de 1994 jusqu'en 2011, et il est le père de l'actuel leader Kim Jong-un. Il est né en 1941 et est décédé en 2011 des suites d'une crise cardiaque qu'il aurait eue dans son train en quittant Pyongyang. Ensuite, dans la famille directe, il reste sa sœur, Kim Kyung-hui, qui est née en 1946 et est toujours vivante, tout comme leur demi-frère, Kim Pyong-il, fils de la deuxième femme de Kim Il-sung, qui est né en 1954. Kim Jong-il a eu une vie amoureuse très remplie, et on peut le constater grâce à cet arbre. Sa première maîtresse fut Song Hee-rim, née en 1937 et morte à Moscou en 2002 à cause de maladies cardiaques. Il eut un enfant avec en 1971, mais cacha son existence jusqu'en 1975. Sa seconde maîtresse était Ko Yong-hui, avec qui il eut une fille et deux garçons, dont Kim Jong-un. Cette dernière est née en 1953 et est décédée en 2004 dans un hôpital à Paris d'un cancer du sein. La troisième est Kim Yong-suk, qui est née en 1947 et est toujours vivante. Kim Jong-il et elle eurent une fille en 1974. Kim Yong-suk fut la première dame de Corée du Nord de 1994 à 2011. Et enfin, sa quatrième et dernière maîtresse, Kim Ok, née en 1964. Il commença à la fréquenter dans les années 80 et en juin 2006, les médias sud-coréens annoncèrent qu'il s'était marié dans le plus grand secret. Il n'eut aucun enfant avec. Le dernier sur cette ligne est Jang Sung-taek, le beau-frère de Kim Jong-il, né en 1946 et décédé en 2013 des mains de son propre neveu Kim Jong-un lors d'une exécution au canon anti-aérien pour trahison. Sur la ligne du dessous, nous avons tout d'abord bien sûr le maréchal et grand leader suprême actuel Kim Jong-un, qui est né en 1983 et est en activité depuis la mort de son père en 2011. Ensuite, nous retrouvons son frère aîné, Kim Jong-chul, qui est né en 1981, puis sa petite sœur, Kim Yo-jong, née en 1987. Il reste également son demi-frère, Kim Jong-nam, né en 1971, et sa demi-sœur, Kim Sul-sung, née en 1974. Enfin, vient la première dame et compagne de Kim Jong-un, qui n'est autre que Ri Sol-ju, née en 1986. Cette dernière aurait épousé le dictateur en 2009, après un mariage arrangé par Kim Jong-il, et certaines sources ont rapporté qu'ils auraient eu un fils en 2010, mais cela ne fut jamais confirmé. Sur la dernière ligne se trouve Kim Han-sol, né en 1995. Il est le fils de Kim Jong-nam et donc le petit-fils de Kim Jong-il. Il étudie actuellement à Sciences Po au Havre en France. Et en dernier se trouve Kim Joo-hae, la fille de Kim Jong-un et Ri Sol-ju, née en 2012. Sa naissance fut confirmée par Dennis Rodman, le célèbre joueur de basket qui est un ami proche du leader actuel lors d'un de ses voyages. Nous avons fait le tour de la famille Kim qui est assez grande et prospère. Avec la naissance de Kim Joo-hae, qui sait, peut-on espérer un jour voir une femme à la tête de la Corée du Nord? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai mis beaucoup de temps à la réaliser et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, qu'il soit positif ou non, mais surtout à partager, c'est très important et ça motive toujours de voir qu'on touche un public grandissant.